Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Chers téléspectateurs et fidèles, abonnez aujourd'hui, nous vous surprenons avec une fable populaire chez nous à Kinshasa, mais aussi un message très important qui va nous appeler à l'esprit. Et je pense que certains d'entre vous vous en souvenez de cette petite fable, le crocodile E.T. le scorpion. Un jour, à Kinshasa, un scorpion demande à son voisin crocodile de l'aider à franchir le majestueux fleuve Congo. Je dois me rendre à Brazzaville, mais ne sais point nager. Vous nagez avec tant d'élégance. Laissez-moi monter sur votre dos et partons sans attendre. Le crocodile lui rétorque. Cher scorpion, je te connais et me méfie de la réputation de ton espèce. Quand nous serons au milieu du fleuve, tu me piqueras et nous nous noierons tous les deux. Pourquoi ferais-je une telle chose? Lui répond le scorpion. Si je vous pique et que vous mourrez, je me noierai aussi. Le crocodile réfléchit un instant, puis accepte de faire traverser le scorpion. Moins montés partons avant que la nuit tombe, ils quittent la berge et se dirigent vers Brazzaville. Soudain, arrivé au beau milieu du fleuve, le scorpion pique le vaillant nageur à la nuque. Pourquoi as-tu fait cela? Lui demande le crocodile, tout juste capable de respirer. Je n'ai plus de force, et l'on n'y arrivera point. Le scorpion lui répond, avant de disparaître sous l'eau. Moins c'est ainsi. Il ne faut point chercher à comprendre. Nous sommes au Congo. Fable populaire entendue à Kinshasa. Et voilà, je pense que certains en souviennent. Sans tarder, notre message dès aujourd'hui, cette réforme, E.T. désillusion en RDC. La réhabilitation d'un État, une véritable alchimie. Vous allez voir pourquoi je dis qu'à alors rester à elle. Écoute, encore une fois, abonnez-vous massivement. Merci. La RDC est un vaste laboratoire de développement où se rencontrent de nombreux partenaires internationaux. Motivés par différentes logiques, ils ont l'ambition de reconstruire ce pays désormais considéré comme un cas d'école en matière d'État en faillite. Les objectifs prioritaires visent le rétablissement de la sécurité, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la gouvernance et de l'autorité de la loi, l'amélioration de la gestion macroéconomique et la réhabilitation des infrastructures. Toutefois, malgré l'importance des financements octroyés par la communauté internationale, la compétence des experts et des consultants internationaux et la volonté de changement affichée par les dirigeants politiques congolais, rares sont les signes tangibles de progrès en matière de reconstruction de l'État. La vulnérabilité, en termes de sécurité physique principalement, et la pauvreté se sont aggravées en dépit du nombre croissant d'initiatives prises, financées et mises en œuvre par les partenaires internationaux du Congo. Nombreux sont les programmes humanitaires et de développement qui ont généré des résultats indésirables. Dans les provinces de l'Est surtout, mais pas exclusivement, une part importante des euros et des dollars consacrés à l'aide humanitaire a été gaspillée ou détournée et continue de l'être. Un scénario parmi les plus optimistes prévoyait le retour en 2030 au niveau de développement atteint en 1960, pour autant que les taux de croissance demeurent élevés d'ici là, République démocratique du Congo. Une telle estimation est déjà rendue caduque en raison de la crise financière globale et de la chute des prix du cuivre, du cobalt et du diamant intervenue en 2008. Les politologues ont une compréhension assez claire des raisons du déclin des États et des caractéristiques d'un État en faillite. Celles-ci comprennent les faibles performances économiques, le dysfonctionnement des sphères politiques et institutionnelles, l'incapacité à garantir la sécurité, le respect de la loi et l'ordre public et à répondre aux attentes de la société. En d'autres termes, il s'agit d'États dont les gouvernements sont inaptes à exercer le contrôle légitime sur leur territoire. Le débat sur la faillite de l'État a donné lieu à nombre d'analyses sophistiquées. Aucune n'a permis la mise en place d'actions efficaces pour diminuer les traumatismes que génère la faim,
la maladie, la violence et les déplacements de population, une réalité vécue au quotidien par des millions d'Africains ordinaires. Les politologues, pas plus que les experts en développement, ne savent en effet comment s'y prendre pour reconstruire les États en faillite. Les défis liés à la réinvention et à l'amélioration des relations entre société et État sont pourtant énormes, puisque l'on recense à ce jour de 40 à 60 États, en faillite ou en déclin, dans lesquels vivent près d'1 milliard de personnes. Si, au plan théorique, l'on commence à comprendre la complexité du processus de réforme de l'État, les approches de celui-ci sont encore fort divergentes. Le discours libéral occidental explique l'intérêt que porte la communauté internationale à cette reconstruction par des raisons humanitaires, de développement et de sécurité. La Chine voit dans la reconstruction de l'État un enjeu marchand et commercial. Quant aux néoconservateurs, ils considèrent, depuis les attentats du 11 septembre 2001, la reconstruction de l'État comme une nécessité impérieuse, car pour eux, les États en faillite constituent le berceau du chaos, du terrorisme et du conflit. C'est la position d'influents décideurs politiques américains. Les États faibles et en faillite et le chaos qu'ils nourrissent vont inévitablement affecter la sécurité des États-Unis et de l'économie globale qui est à la base de sa prospérité. De manière contrastée et dans un registre cynique, d'autres dénoncent une logique visant la reproduction délibérée du dysfonctionnement des États et le maintien dans un état de dépendance vis-à-vis de l'aide internationale d'une série d'États en faillite à qui la communauté de bailleurs internationaux pourra dicter sa politique et sur qui elle pourra exercer son contrôle tout au long du futur proche. La théorie du développement et du progrès économique obéissant à une évolution linéaire, défendue par l'économiste libéral Walt Rostow il y a 50 ans, s'est révélée infondée. Cette approche déterministe sous-estimait la dimension hybride et historiquement enchâssée du processus de formation de l'État en Afrique. L'échec d'efforts internationaux plus récents en faveur de la reconstruction d'États, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Somalie ou du Congo, montre que les modèles taille unique importés ne fonctionnent pas. Il en va de même des peace kits standardisés conçus par les agences des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods et les principaux bailleurs de fonds. Les stratégies de reconstruction de l'État tendent à panser les plaies plutôt qu'à soigner les causes de la maladie, soit, en l'occurrence, les facteurs historiques et les causes socio-économiques de tension, de haine, de méfiance, de violence. Ce constat est particulièrement fort en période de post-conflit, comme l'analyse en détail Séverine Autesserre. Selon elle, si la consolidation de la paix au Congo est un échec, c'est dû en grande partie au fait que la communauté internationale ne se soit pas préoccupée des causes mêmes de la violence. Conflits locaux autour du foncier et du pouvoir, les praticiens du développement et les experts en matière d'aide reconnaissent à présent leur échec. Ainsi, le porte-parole international de la Banque mondiale pour l'Afrique décrit à quel point les résultats engrangés par les meilleurs économistes au monde ayant travaillé sur les problèmes de l'Afrique sont maigres. Une critique des stratégies européennes récentes met en exergue le fossé entre les priorités des bailleurs et celles des bénéficiaires, et les effets pervers que génère l'aide en institutionnalisant la corruption et en étayant la position des élus. La faculté qu'ont les acteurs extérieurs de provoquer des changements positifs est également remise en question par des experts de l'OCDE. Selon eux, les processus de reconstruction de l'État sont largement pilotés au niveau interne et le rôle de l'assistance internationale en la matière est extrêmement limité. La teneur d'un document stratégique de réduction de la pauvreté au Congo est, à ce titre, sans équivoque. La dépendance de la RDC vis-à-vis de l'assistance extérieure constitue l'une des contraintes majeures à son développement. Autrement dit, cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur handicape le processus de reconstruction de l'État et le développement. D'autres soutiennent que les tentatives de reconstruction de l'État peinent parce que les solutions tendent à être perçues comme strictement techniques, consistant le plus souvent en l'application de formules passe-partout et non également politiques. L'aide humanitaire n'est pas davantage à l'abri d'évaluations lucides de ce type.
Dans son ouvrage Not Breaking the Rules, Not Playing the Game, Zoe Marriage évoque une forme d'hypocrisie. Les objectifs optimistes affichés de l'aide se combinent à l'attente de l'échec. Les échecs successifs en matière de reconstruction de l'État et l'inefficacité de l'aide incitent aujourd'hui à se pencher sur les questions de gouvernance et à exiger des pays bénéficiaires qu'ils rendent des comptes, à la fois aux bailleurs et à leurs citoyens. Si une telle approche paraît sensée en théorie, rien ne prouve qu'elle puisse être suivie d'effets dans un contexte aussi complexe que celui de la RDC, selon Carol Lancaster. Nous sommes quasi certains, écrit-elle, que les 1,6 milliard de dollars fournis par les États-Unis à la RDC depuis 1960 n'ont pas réussi à générer d'effets positifs durables. Cela est dû en grande partie au contexte politique ambiant, caractérisé par la corruption, l'incapacité institutionnelle et l'omniprésence des conflits. Ce constat n'inclut cependant pas suffisamment le malentendu fondamental qu'Engelbert et Tulle relèvent dans le processus même de construction de l'État. Tandis que les donateurs tendent à considérer la reconstruction comme un nouveau départ après la faillite de l'État, les élites africaines l'envisagent le plus souvent comme une compétition pour le pouvoir et les ressources, facilitée par des accords de partage du pouvoir et une supervision internationale laxiste, ravivée par l'augmentation de l'aide étrangère faillite de l'État et dynamique sociale. Laissez-moi aussi clarifier que le Congo connaît l'une des pires tragédies humanitaires mondiales de ce début de millénaire. Le pays souffre d'une réputation trompeuse, le présentant comme un pays de calamité, de chaos, de confusion, de guerre et d'anarchie. L'État post-colonial congolais, conçu au départ pour offrir des services, s'est effectivement mué en État prédateur. Au cours des 20 dernières années du régime dictatorial de Mobutu, c'est en termes d'émiettement, de oppression, de illusion, de banqueroute, de corruption et de criminalisation qu'a été évoquée la déliquescence de l'État. Mais le Congo est-il pour autant réductible au proverbial « cœur des ténèbres » parce que le processus de construction d'un État postcolonial n'a pas abouti à l'émergence d'un système étatique de type wébérien, moi vous D. Le fait que le processus de construction de l'État a échoué et que le processus de réforme n'a pas livré les résultats espérés ne signifie pas que la société congolaise soit en échec. Dans nombre de registres, elle est forte, innovante et dynamique. Le Congo est en effet un pays de paradoxes, de contrastes et de contradictions, où ont émergé des schèmes d'organisation et de quête de bien-être absolument innovants et dignes d'attention. Ces derniers ont surgi en dépit de et à cause de la faillite de l'État. Ce faisant, les relations entre l'État et la société évoluent à tous les niveaux sociaux et politiques, dans un contexte où fonctionnement et dysfonctionnement s'entrecroisent et se chevauchent. De nouvelles formes d'organisation sociale apparaissent en permanence afin de compenser les lacunes de l'État postcolonial. C'est ce processus d'accommodation qui permet aux Congolais ordinaires de survivre et d'arriver à ce que l'essentiel soit assuré. Ces nouvelles formes d'organisation sociale se manifestent dès le début des années 1990, de manière plus marquée dans le Congo urbain. Elles vont bien au-delà des stratégies de survie économique qui ont pris forme au milieu des années 1980 en réponse à la crise multiforme alors en phase d'émergence. Elles se caractérisent d'autant par la tension, le conflit, la violence et la trahison que par des formes innovantes de solidarité, de construction de réseaux, d'arrangements commerciaux et de relations sociales interdépendantes. La réinvention sociale contribue à assurer la survie élémentaire au niveau individuel et familial, mais elle ne contribue pas au développement économique et politique élaboré et défendu par les théoriciens occidentaux du développement. À suivre, merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays et surtout pour la suite. Nous vous remercions